RDC, on continue à en parler dans notre chronique bimensuelle avec notre partenaire Le Monde Afrique. Ce soir, nous sommes avec Christophe Chatelot. Bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de la RDC. Alors, on a vu que l'utilisation des drones prend de l'ampleur. Est-ce qu'on peut dire que la guerre est entrée dans une nouvelle dimension ? Ça ressemble fortement à ça, oui, puisqu'on a constaté tout le long de l'année dernière, en 2025 et au début de cette année, que les deux parties utilisaient davantage les drones. Il y a des changements de stratégie évidents, c'était surtout une bataille d'infanterie, mais le terrain est très difficile. Donc chacun essaie de reprendre l'avantage sur un plan technologique. On savait que la FARDC avait des drones, ils les avaient déjà utilisés il y a quelques années. Et l'armée congolaise ? Voilà. Et puis, semble-t-il, et les rapports de l'ONU confirment, les Rwandais avaient fait entrer des matériels, des équipements de brouillage, des batteries de missiles solaires mobiles sur des blindés légers qui avaient neutralisé l'utilisation des drones, pas seulement, des hélicoptères, des avions. L'ONU s'en était plainte d'ailleurs, puisque ces appareils de brouillage perturbaient le vol des avions humanitaires. Là, on voit du côté notamment de la rébellion, donc de l'AFC M23, lors d'une offensive au mois de décembre, qu'ils disposent aussi de drones, plutôt des drones kamikazes, alors que les forces armées rwandaises ont des équipements un peu plus sophistiqués, qui sont pour la plupart d'ailleurs basés à Kisangani. Donc, les batailles changent de nature, les équipements changent de nature. On va voir jusqu'où ça va aller. Il y a eu fin février, un porte-parole de la rébellion qui a été tué dans une frappe. On voit aujourd'hui on ne peut pas imaginer que ce soit l'humanitaire qui a été visé par les drones, si ce sont des drones des forces armées rwandaises, congolaises, pardon. Mais le fait est qu'il y a de plus en plus de frappes et de plus en plus de victimes par l'utilisation de ces engins volants. Au vu de la situation, qu'est-ce que ça dit de la volonté de paix des belligérants ? On ne peut pas dire qu'il y ait une volonté affichée de faire cesser les violences. Il y a des processus diplomatiques et de négociations qui sont très avancés. À Washington, entre le Rwanda et la RDC, à Doha, donc sous des autorités du Qatar, entre le M23, la rébellion et les autorités, le gouvernement congolais. Il y a des accords cadres qui ont été signés, qui prévoient tous en préambule quasiment un cessez-le-feu. Or, aucun des cessez-le-feu qui a été décidé ces derniers temps n'a été respecté. Preuve en est, le 4 décembre à Washington, il y a signature d'un accord global, soi-disant global, sous les auspices de Donald Trump, qui s'en félicite. Une semaine après, la rébellion et les forces rwandaises prennent la ville d'Uvira, d'où ils se retirent quelques temps après. Mais voilà, un accord signé à Washington est foulé aux pieds une semaine après. Je pense que ça veut tout dire de la volonté ou de l'absence de volonté des deux côtés, en tout cas, de faire cesser les armes. Alors, il y a eu les sanctions de Washington aussi contre le Rwanda. Est-ce le signe d'un durcissement de la position américaine contre Kigali ? Oui, semble-t-il. Encore une fois, c'est souvent assez difficile d'interpréter les initiatives américaines sous l'administration Trump. Ces sanctions assez inédites contre une armée, donc contre une institution. Il y a peu d'exemples, il y a eu l'Érythrée, mais c'est assez rare. Donc là, c'est l'armée rwandaise qui est visée, semble-t-il, en réaction justement au petit bras d'honneur qui avait été adressé par les Rwandais une semaine après l'accord de Washington en prenant cette ville d'Uvira. Les Américains ont mis 3 mois à réagir. Il y avait plusieurs scénarios sur la table de sanctions, de différentes ampleurs. Là, c'est une solution médiane avec des officiers supérieurs visés et l'armée rwandaise visée, ce qui peut être gênant pour eux. Christophe Chatelot, merci, journaliste au Monde Afrique.